Ok, tout le monde voit bien l'écran, c'est bon, je peux démarrer? Oui, monsieur. Ok. Donc, ce que vous avez fait avec mon collègue, donc une introduction, j'espère qu'il vous a fait une introduction sur la géophysique appliquée et qui sont les différents domaines d'application de la géophysique. Je crois qu'il vous a fait les méthodes magnétiques et électromagnétiques, c'est ça? Je préfère que tout le monde désactive son micro, sauf la responsable. La responsable, elle laisse le micro ouvert. D'accord, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous avez fait avec monsieur Jeffel? On a fait d'abord le champ magnétique. Le champ Et magnétique. puis, oui, et puis la polarisation La provoquée. polarisation provoquée, d'accord. Oui. Ok, donc il n'a pas entamé beaucoup les méthodes électromagnétiques, c'est bon. Alors moi, de mon côté, je vais faire d'autres méthodes. On va commencer par les méthodes électriques et puis par la suite la méthode gravimétrique. Donc la géophysique appliquée, vous savez, c'est une discipline qui se base sur l'étude de certains paramètres physiques, hein, donc pour étudier le sol et le sous-sol. Hein, donc pour étudier de quoi il est constitué le sol et chercher différents objectifs dans ce sous-sol, tels que les gisements, tels que les nappes d'eau souterraines, tels que les vestiges archéologiques, tels que les applications en géotechnique dans le domaine de génie civil et d'autres applications. Donc c'est essentiellement le domaine des mines, le domaine de l'hydrogéologie, le domaine de géotechnique, où la géophysique trouve énormément d'applications. Alors donc, en se basant sur l'étude de certains paramètres, physiques. Par exemple, ce que vous avez fait avec mon collègue Jeffel, vous avez étudié la susceptibilité magnétique des différents matériaux constituant le sol pour essayer d'étudier ce sol et ressortir et donc dégager des anomalies pour dire qu'ici il y a un gisement, ici il n'y a pas, etc. Vous avez également étudié la polarisation provoquée, donc si le paramètre étudié, c'est la chargeabilité. Et donc, les minéraux, ils ont des caractéristiques de chargeabilité différentes d'un minéral ou d'un matériau à l'autre. Donc, les autres paramètres physiques que l'on peut étudier en géophysique pour reconnaître ou caractériser le sol, quand je dis caractériser le sol, c'est-à-dire de quoi il est formé, la structure, le nombre de couches, combien de couches constituent le sol jusqu'à une profondeur donnée. Est-ce que ce sol il contient des gisements? Il ne contient pas de gisements. Est-ce qu'il contient des nappes d'eau souterraines? Il ne contient pas de nappes d'eau souterraines. Est-ce qu'il contient des cavités souterraines qui peuvent endommager les constructions, etc., où le sol est ça, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des canalisations? Est-ce qu'il y a des anciennes galeries? Est-ce qu'il y a même des conduites d'eau souterraine dans l'étude de géotechnique, de l'assainissement et tout? Et donc, on peut étudier différents paramètres pour arriver à ressortir, à imager, à donner une image de ces différents objectifs. D'accord? J'imagine que mon collègue Géval vous en a également parlé. Mais c'est bien toujours de rappeler. Alors, quels sont les paramètres que l'on peut étudier? Vous avez vu donc la susceptibilité magnétique pour les méthodes magnétiques. Vous avez la conductivité électromagnétique pour les méthodes électromagnétiques. Vous avez pour les méthodes électriques que l'on va voir le paramètre résistivité du sol ou conductivité du sol, parce que le sol, il conduit le courant électrique. Et donc, on va voir comment il conduit ce courant électrique. Donc, on peut étudier ce paramètre
pour savoir est-ce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, est-ce qu'il y a des gisements, il n'y a pas de gisements, etc. Vous avez aussi le paramètre physique, la densité. La densité diffère d'un endroit à l'autre, d'un sol à l'autre, d'une roche à l'autre. Et donc, on peut utiliser ou étudier ce paramètre pour ressortir les anomalies denses et les anomalies moins denses. Et dire que les anomalies denses correspondent à un gisement métallique et les anomalies moins denses correspondent plutôt à une zone où il y a de l'eau, à une zone où il y a des diapyres salifères, dans le cadre de recherche pétrolière par exemple, etc. Et donc, l'on peut étudier ce paramètre densité, c'est ce qu'on va voir dans les méthodes gravimétriques. Dans la méthode gravimétrique. Voilà, donc la géophysique appliquée, c'est une succession, donc c'est une succession de paramètres physiques à étudier. Vous avez là des exemples d'application de la géophysique que j'ai conduit moi-même avec votre professeur Jeffel et les équipes de la FST, parfois des équipes étrangères venant d'Espagne ou de France, etc. Et nous avons travaillé sur pas mal de cas pratiques, notamment en partenariat avec l'OCP, mais aussi pour des particuliers, etc. Et donc, avec un équipement que l'on amène sur le terrain, on réalise des mesures, des levées, en étudiant un paramètre de ce que je viens de vous citer. Et donc, on va faire l'étude du sous-sol et la constitution du sous-sol en se basant sur l'étude de ce paramètre physique. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, s'il y a des problèmes de son, d'image, vous m'arrêtez. Comme ça, je ne vais pas parler dans l'air. Et donc là, par exemple, nous sommes dans la région de Khouribga. Nous travaillons pour le compte de l'Office chérifien des phosphates, l'OCP. J'ai dirigé, ou je dirige encore, 2 thèses de doctorat là-dessus. Ce sont des anciens étudiants de la FST. Et une thèse déjà vient d'être soutenue, donc j'ai terminé avec. Il y a une autre thèse qui va être soutenue très bientôt. Et justement, c'est autour des applications de la géophysique dans l'étude de problèmes ingénieurs que les ingénieurs de l'OCP rencontrent dans les travaux d'exploitation des phosphates. OK? Et donc, on va commencer aujourd'hui par une introduction. Alors, vous faites l'enregistrement, donc de temps en temps, je vais vous dicter un plus à ajouter dans vos blocs-notes, parce que c'est toujours intéressant, mais vous avez bien sûr l'enregistrement de tout le cours que vous pouvez revenir là-dessus chaque fois que c'est nécessaire. Alors, ce qu'on va voir dans ce premier chapitre, donc, ce sont les méthodes électriques. Donc, les méthodes électriques, quand j'entends électrique, c'est-à-dire sur le courant électrique, et c'est-à-dire que je vais me baser sur la susceptibilité du sol ou de la roche à conduire le courant électrique. Et donc, les méthodes de prospection électrique, ce sont des méthodes basées sur la conductibilité des sols et des roches vis-à-vis du courant électrique, que ce soit un courant électrique que je vais provoquer, comme ce que vous avez fait avec la polarisation provoquée, ou alors un courant électrique naturel, vagabond, qui existe tout le temps dans le sol via les problèmes électromagnétiques, etc. Et donc, nous, on va se baser sur cet aspect, sur cette caractéristique du sol et des roches, à conduire le courant électrique. Il suffit que j'injecte un courant dans le sol, il va se propager dans le sol et je vais mesurer son mode de propagation. C'est-à-dire, est-ce qu'il passe facilement, difficilement, etc. Et d'où la notion de résistivité. Il y a des sols qui vont résister au passage du courant, il y a des sols qui vont conduire rapidement le courant électrique. Et ça va nous faire une différence d'une zone à l'autre. Et voilà, donc le géophysicien, lui, il va s'intéresser à l'étude de cette propriété électrique des sols et des roches pour caractériser et sortir une image
du sous-sol. Et donc, ces méthodes, ils trouvent différentes applications, hein, les méthodes électriques que l'on va voir dans ce premier chapitre. Je parle de méthodes électriques parce qu'il y a plusieurs méthodes électriques, mais grossièrement, ils se basent tous sur le même, sur le même principe, que l'on va tout de suite voir en rappelant quelques notions de physique que vous avez déjà vues en première année ou avant même baccalauréat. Et donc, les méthodes électriques, ils trouvent différentes applications, que ce soit dans la prospection minière, pour trouver, prospecter et identifier des gisements souterrains cachés. Hein? Donc, pourquoi, à votre avis, les méthodes électriques ils trouvent des applications dans la prospection minière? Parce que quand je parle d'un gisement minier, c'est un gisement généralement métallique. Et les métaux, ils conduisent très bien le courant électrique. Et donc, c'est sûr que si j'ai un gisement dans une roche, je vais facilement le mettre en évidence parce que quand je sors de la zone où il est le gisement, la roche, elle est moins conductrice. Et elle peut conduire le courant, mais ce n'est pas la même chose que le gisement. Et donc, on va se baser sur ce contraste. Toujours la géophysique, elle se base sur le contraste entre un milieu 1 et un milieu 2, que ce soit un contraste de densité, que ce soit un contraste de sensibilité magnétique, que ce soit un contraste de résistivité ou de conductibilité, que ce soit un contraste de propagation des ondes sismiques. Et donc, c'est toujours un contraste que je cherche, hein, une variation du paramètre étudié que je cherche. Est-ce que c'est clair? OK. Et donc, les méthodes électriques, ils trouvent des applications dans le domaine de recherche minière, mais aussi dans le domaine de recherche hydrogéologique. Pourquoi hydrogéologique? Vous pouvez le deviner, vous pouvez même l'esquisser que là où il y a de l'eau, l'eau, c'est un bon conducteur du courant électrique, et donc, ce serait facile de le mettre en évidence si j'injecte un courant dans le sol, bah, dans la zone où il y a une zone saturée ou non, c'est sûr qu'il va donner une signature, une réponse différente d'une zone où il n'y a pas d'eau. Donc, les méthodes électriques, ils vont trouver des applications dans les recherches hydrogéologiques des nappes d'eau souterraines, mais aussi en géotechnique. En géotechnique, essentiellement dans les travaux BTP, les grands projets BTP. Je donne l'exemple, je veux construire des bâtiments dans un secteur où je sais d'avance qu'il y a des cavités souterraines ou alors qu'il y a des canalisations souterraines. Et si je vais mettre des bâtiments sur ces cavités, un jour, ils vont s'effondrer. Comme l'exemple que vous avez à Marrakech. Qu'est-ce qu'on a comme problème de cavité à Marrakech? Comment vous les appelez? Monsieur les Khattara. Les Khattara, très bien. Les Khattara, donc si j'ai une zone criblée de Khattara que je ne vois pas à partir de la surface, bah, si je vais mettre des bâtiments, je ne sais pas, R plus 10 ou R plus 15 dessus, un jour, il peut s'effondrer parce que les fondations n'ont pas été bien ancrées au-delà des zones à risque. Et donc, je peux cartographier cette zone et mettre en évidence et localiser ces zones de Khattara et décider est-ce qu'il faut les traiter ou alors il faut changer le dimensionnement des fondations, ou alors il faut abandonner la zone si la zone elle est vraiment très criblée en Khattara. Et donc, on peut trouver des applications de méthodes électriques également dans la géotechnique. OK? Alors, en hydrogéologie, les méthodes électriques, elles trouvent essentiellement, donc, ils sont surtout utilisés pour rechercher, donc déjà pour trouver. Donc, trouver une nappe de souterrain, je suis en train de faire de la recherche hydrogéologique dans le bassin des Haouz. Je peux faire appel à ces méthodes-là pour localiser les zones qui sont
plus favorable, où je peux trouver plus d'eau par rapport aux zones qui seraient secs, ou sèches. Hein? Mais aussi, quand je vais trouver la nappe, je peux la caractériser. Hein? Caractériser, c'est-à-dire quelle est l'extension de cette nappe, quelle est l'épaisseur de l'aquifère. Par exemple, l'extension, elle va jusqu'à 2 km. L'épaisseur de l'aquifère, elle est de 10 mètres. Il y a plusieurs aquifères et non pas un seul aquifère. Ça, c'est une caractérisation de la nappe. D'accord? Je peux aussi utiliser les méthodes électriques dans les études d'impact. Par exemple, le problème d'invasion. Si, par exemple, je suis en train d'étudier ou de faire une étude hydrogéologique pas loin de la zone côtière, et on a toujours ce problème de l'entrée de l'eau salée dans les eaux douces. Toujours ce terrain, je ne parle pas de surface. Et donc, je peux délimiter la zone salée par rapport à la zone douce. Pourquoi, à votre avis? Parce que la zone salée, c'est essentiellement du Na plus Cl-, et il y a beaucoup d'électrolytes, etc. Et donc la conductibilité de la zone salée serait plus élevée que la conductibilité de la zone douce. Et donc, il y a un contraste. Vous voyez qu'on revient toujours sur le contraste. Et donc, je peux faire une étude et délimiter la frange de séparation entre la zone salée et la zone douce. Et comme ça, si je veux alimenter un douar ou un village ou une ferme ou je ne sais pas moi, je peux dire que ici, si je fais un puits ou un forage, je vais tomber dans l'eau salée. À 500 mètres plus loin, c'est de l'eau douce. Et donc, je peux faire ce genre d'études, ce qu'on appelle l'invasion d'eau salée dans les nappes d'eau douce. Je peux aussi utiliser les méthodes électriques pour étudier l'impact de certaines activités sur la pollution des nappes d'eau souterraines. Par exemple, si j'ai une usine qui produit, je ne sais pas moi, une raffinerie, à côté de Mohammedia, par exemple, ou à côté de Sidi Qassam, j'ai une grande raffinerie qui rejette des rejets de l'activité sur le sol et ces polluants, ces hydrocarbures polluants, ils s'infiltrent dans le sol et ils polluent la nappe d'eau souterraine. Et je décide de délimiter la zone polluée à côté ou au voisinage de l'usine. Donc je peux utiliser la méthode électrique. Pourquoi? Parce que généralement, les polluants, c'est toujours des métaux lourds, des hydrocarbures, etc., qui sont moins conducteurs que les eaux douces. Là, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'eau salée eau douce. Là, l'eau douce, elle est plus conducteur que les zones polluées, généralement. On va voir des exemples, en tout cas, pour tout ça. Voilà, donc vous voyez qu'en hydrogéologie, les méthodes électriques, d'ailleurs, ce sont les plus utilisées. Je peux utiliser d'autres méthodes électromagnétiques, etc., mais les méthodes électriques, ce sont les plus pratiquées dans la pratique, dans la réalité des choses. D'accord? Je dois entendre d'accord avant de continuer. De temps en temps, je vais vous demander est-ce que c'est OK. Vous me répondez avant que je continue pour la suite. Oui, c'est bon, monsieur. Vous m'entendez déjà bien pour le son? Parce que le micro, parfois, il va plus loin. Vous m'entendez très bien? Oui, toujours bien, monsieur. Très bien, très bien. OK. Donc voilà, les premières applications, le premier champ d'application des méthodes électriques, c'est le domaine de la recherche hydrogéologique, c'est-à-dire la prospection ou l'exploration des nappes d'eau souterraines, mais aussi leur caractérisation, l'étude de pollution de ces nappes d'eau souterraines, que ce soit par les eaux douces ou par l'activité industrielle. Voilà. Deuxième champ ou deuxième domaine d'application des méthodes électriques, ce sont bien sûr l'exploration minière. Et bien sûr, donc, le premier champ d'application, ça intéresserait plutôt les LSTEE.
Et le LST-GARM, c'est plutôt le domaine de l'exploration minière qui pourrait plus attirer leur attention. Et donc, en exploration minière, je peux utiliser les méthodes électriques pour chercher, déjà pour trouver les gisements, hein, les gisements métalliques. Hein, parce que les gisements métalliques, c'est toujours plus conducteur, hein, que ce soit des gisements polymétalliques ou parfois des gisements, même des substances utiles. Donc, les méthodes électriques qui sont utilisées dans l'étude de la structure des bassins sédimentaires. Donc, je peux, par exemple, étudier le bassin du Haouz, ou le bassin de la Bahira, ou je ne sais pas, ou le bassin de Seyss, et ainsi de suite, les différents types de bassins que vous avez fait en géologie du Maroc. Vous avez fait géologie du Maroc? Bien sûr, monsieur. Vous avez déjà fait le module de géologie du Maroc? Oui, monsieur. Oui, Ok. oui, monsieur. D'accord. Et donc, je peux utiliser les méthodes électriques pour caractériser la structure d'un bassin. Et déjà, ça, c'est extrêmement important parce qu'avant d'aller faire de la prospection détaillée, etc., j'ai besoin de caractériser la structure d'ensemble du bassin. Est-ce que c'est des couches tabulaires, c'est des couches inclinées, c'est des couches faillées, c'est des paléochonaux et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement important pour le géologue, mais aussi pour le géophysicien, s'il veut mener ou conduire des projets d'exploration, que ce soit des projets d'exploration minière ou aussi hydrogéologique. Donc, la première des choses, c'est de caractériser la structure du bassin. Quel est le nombre de couches ou le les gisements métalliques sont plus conducteurs que l'encaissant. Vous connaissez ce que ça veut dire un encaissant? À côté de Marrakech, ou le gisement de Gemmassa, à côté de Marrakech, ou je ne sais pas, n'importe quel gisement. Et si je compare ce gisement métallique ou polymétallique, polymétallique parce qu'il y a plusieurs métaux, plomb, zinc, cuivre, argent, etc. dedans, c'est toujours une signature, c'est toujours une réponse électrique plus honnêtement différente par rapport à ce que donnerait l'encaissant comme signature électrique. Et donc, je peux utiliser les méthodes électriques pour prospecter les gisements métalliques. Mais aussi, je peux utiliser les méthodes électriques pour identifier et cartographier les failles métallotectes sous couverture. C'est ça. Donc, parfois, au lieu de chercher le gisement directement, je peux chercher les guides, les métallotectes. Et malheureusement, ces métallotectes, ils sont masqués en surface par du recouvrement quaternaire, et donc je ne peux pas les cartographier. Et si j'applique une couverture électrique dans cette zone-là, je pourrais esquisser l'emplacement ou identifier ces métallotectes. Et donc, une fois que j'identifie les métallotectes, je peux programmer une prospection, une exploration le long de ce guide, le long de cette faille, etc. Avec les forages, avec d'autres méthodes géophysiques plus poussées, et ainsi de suite. Donc, on peut aborder la prospection des gisements indirectement en prospectant les métallotectes.
je peux aussi caractériser les concentrations minéralisées recoupées par forage. Je suis en train de guider, par exemple, un programme d'exploration. Vous me suivez toujours, c'est bien? Et j'ai décidé, par exemple, de réaliser un forage, un sondage. Et ce sondage a recoupé de la minéralisation, par exemple, à moins 300 mètres par rapport à la surface. J'ai traversé une passe minéralisée de 20 mètres de cuivre à 10%. C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais la question qui se poserait, quel est l'intérêt de cette découverte que je viens de trouver? OK? Est-ce que vous me suivez? Comment, monsieur? Comment? Non, quand il y a un problème de son, quelque chose, vous m'arrêtez parce que je vois il y a des choses qui se passent avec certains étudiants, comme s'ils veulent dire des choses et puis ils reviennent. OK. Donc, supposons que je suis en train de faire une campagne d'exploration. J'ai réalisé un forage ou un sondage et j'ai touché une minéralisation à une profondeur donnée. La question qui se pose, quel est l'intérêt de cette minéralisation? Est-ce que c'est un gros gisement que je viens de toucher? C'est uniquement une petite concentration localisée qui n'a pas d'importance économique. Comment je vais placer le second forage? Est-ce que je vais le placer au hasard comme ça, au pif? Ou alors je dois faire des études scientifiques correctes pour mieux cibler ce que je viens de toucher? Ça, c'est des questions qui vont se poser tout le temps pour les gens qui vont faire la mine lors des campagnes d'exploration. Et donc, je peux avoir recours à ces méthodes électriques pour me donner une idée sur l'importance de ce que je viens de toucher par le forage. Ça, on va le faire peut-être en master, je ne vais pas le faire cette année. Il y a des méthodes, quand je parle de méthode électrique, il y a plusieurs méthodes. Donc, je peux faire appel à ce qu'on appelle la mise à la masse, c'est-à-dire que je vais mettre à la masse la partie minéralisée que j'ai touchée par forage, et ça va me donner une idée sur l'extension des gisements, son pondage, etc. Ça, je ne vais pas le discuter cette année, je le fais en master. Et donc, ces méthodes électriques, je peux les utiliser même pour discuter l'importance de ce que je viens de découvrir par un sondage donné. OK? Et donc, vous voyez que c'est extrêmement utile, c'est extrêmement intéressant, que ce soit en hydrogéologie ou en exploration minière, les méthodes électriques trouvent énormément d'applications. Regardez, exemple de résultats obtenus pour une étude électrique de ce sol. Voilà, donc dans une zone donnée, j'ai décidé de réaliser une campagne de levée par les méthodes électriques. Voilà ce genre de document que je peux sortir. Je vais revenir sur ce genre de document parce que ça, c'est un document que nous avons relevé pour le CP. Mais regardez, l'objectif, c'est juste vous montrer quel type de document auquel on peut s'attendre. Donc, j'ai ici une carte de résistivité apparente avec des anomalies. Regardez l'échelle à droite, où vous avez la résistivité qui peut aller jusqu'à 300. Et donc, les anomalies, ce sont des anomalies résistives.
Alors que le reste de la zone, c'est plutôt du bleu et du vert. Le bleu, c'est plutôt des anomalies négatives, c'est plutôt du conducteur. Ça, c'est essentiellement de l'eau. Hein. Ça, c'est à Khouribga, dans la région de Khouribga. Et donc, on peut sortir ce genre de document et l'interpréter hein, sur le plan géologique, sur le plan prospection minière ou alors reconnaissance de sol, etc. Voilà, donc ce que l'on peut sortir. Mais les méthodes électriques, ils trouvent aussi des applications en géotechnique. Alors, comme je viens de vous dire, le problème des khattara, mais ça peut être autre que les khattara, des cavités naturelles. Hein, par exemple, dans une zone de... je vais réaliser, je ne sais pas, un tracé routier, autoroutier, hein, une autoroute, ou chemin de fer, ou la voie TGV, par exemple. Là, l'exemple que vous avez, la carte, ou plutôt, ce n'est pas une carte, ça c'est une section. Vous voyez la section? Oui, monsieur. Oui, Donc, monsieur. ça c'est un exemple que j'ai pris d'une étude en France, justement dans le cadre d'études géotechniques pour une voie ferrée TGV. Et on veut passer par malheureusement, Microsoft Teams ne prend pas en charge le curseur. Vous ne voyez pas le curseur qui bouge? Oui, elle le voit, monsieur. Ah, d'accord, c'est bien. D'accord. Ça, c'est, on veut passer par une ligne TGV dans cette zone-là, mais l'étude préalable, parce que dans ce genre d'étude, il y a toujours des phases, hein, ce qu'on appelle la phase APS avant projet sommaire, et puis la phase APD avant projet détaillé, etc. Ça, c'est des choses que je fais pour les cycles ingénieur génie civil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous me connaissez, moi je suis le chef de département génie civil, donc je vous fais ça parce que j'ai fait beaucoup de la pratique là-dessus, mais moi je suis plutôt dans le domaine de géotechnique mais aussi géophysique parce que c'est ce que j'ai fait dans ma formation. Ok. Et donc, on veut passer par une ligne TGV ici, mais les études préalables montrent que, attention, dans cette zone, là où vous allez passer par la voie TGV, il y a deux anciennes galeries qui ont été réalisées dans le cadre d'exploitation minière dans cette zone. Hein, et tout est enterré maintenant, tout est masqué par les remblais et les recouvrements quaternaires, etc. Mais faites attention, il faut faire attention parce que ces galeries-là, ces anciennes galeries cachées, enterrées, peuvent causer de réels risques pour la voie TGV qui peut s'effondrer et donc causer de graves conséquences. Imaginez un TGV qui passe à une vitesse élevée et puis à un certain moment, il va s'effondrer dans le sol avec sa voie. Donc, ça peut causer énormément de dégâts humains et matériels. Et donc, il faut... oui. Ça veut dire quoi, TGV? TGV, c'est le train à grande vitesse. TGV, Tanger, le Borak. Le Borak, c'est un TGV. TGV, c'est le train à grande vitesse. C'est ça, T, c'est le train, G, c'est grande, V, c'est vitesse, TGV. Je suis désolé, je parle parfois. C'est pour ça que je vous demande à ce que ça marche. Chaque fois, je vous demande à ce que ça marche. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter. C'est bien de poser la question, mademoiselle. Il ne faut pas laisser des choses confuses dans sa tête. Il faut poser la question, il faut m'arrêter. Activez votre micro et posez votre question. On peut s'arrêter et puis on reprend. Donc TGV, c'est le train à grande vitesse. Comme le train à grande vitesse que le Maroc vient d'avoir entre Tanger et Casablanca, le Borak. Mais là, c'est un projet en France, hein, c'est pas au Maroc. Mais même dans la ligne TGV Tanger-Casablanca, j'avais travaillé avec les bureaux d'études sur le côté géotechnique. On a fait énormément de ce genre d'études, pas pour trouver des cavités, mais pour d'autres
problèmes beaucoup plus compliqués que les cavités. Et donc là aussi, on a fait énormément de géophysique, essentiellement la sismique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, la sismique, je la traite en master. Et donc la géophysique, elle trouve beaucoup d'applications dans le domaine du génie civil. Là, par exemple, si je reviens à mon exemple, et donc pour répondre à cette inquiétude, l'existence de deux anciennes galeries, les gens avaient fait des forages. Malheureusement, ils ne sont pas tombés dessus. Et donc, parce que les forages ont été faits comme ça au hasard. Et la réalisation d'une étude électrique moyennant le dispositif de tomographie électrique a permis de mettre en évidence, regardez, deux anomalies. Comment ils sont ces anomalies? Est-ce que c'est résistante ou conductrice? Hein? Regardez l'échelle en bas. La résistivité des anomalies, c'est plus de 500 ohms mètres. Alors qu'entre les deux, c'est plutôt du 41, du 60, etc. Et donc, ce sont des anomalies résistives. Et les galeries, c'est quoi? Les galeries, c'est du vide. Hein? Vous êtes bien d'accord? Ou alors, c'est du vide avec quelques remblais. Mais quand je parle de vide, c'est presque un isolant. C'est un grand résistant au passage du courant. Et donc, ça va donner une anomalie résistive. Effectivement, donc, ces anomalies ont été interprétées comme étant correspondre à ces deux galeries. Et on est venu avec une machine et on a contrôlé cette interprétation. Vous voyez la main, le curseur? Oui, monsieur. Et on a réalisé un forage mécanique à ce niveau-là et on a traversé la galerie vide. Donc, là aussi, un autre forage a été réalisé pour confirmer l'interprétation donnée à cette anomalie. Et puis par la suite, bien sûr, soit vous voyez que la profondeur ici, il est de 6 mètres, donc ce n'est pas profond. Ils sont vraiment proches de la surface. Et il a fallu donc mettre des fondations assez profondes sur puits pour supporter la voie ferrée. Donc avec un pieu ici, un pilier à ce niveau, 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 et ainsi de suite. Comme ça, la voie ferrée dans cette zone à risque, elle est vraiment supportée par les piliers qui sont ancrés dans de bons sols. Là, c'est le bon sol. D'accord? Et donc, ces méthodes-là peuvent apporter des solutions ou des réponses à des problèmes géotechniques que l'ingénieur génie civil peut rencontrer dans le cadre de réalisation de projets, de gros projets BTP, que ce soit des bâtiments, que ce soit des voies ferrées, que ce soit des autoroutes, que ce soit des grandes installations industrielles, etc. OK? Voilà, tout ça, c'était une introduction. Et donc, les méthodes électriques, ils se basent sur l'injection de courant dans le sol. Ils trouvent énormément d'applications en hydrogéologie, en exploration minière,